Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne Histoire vraie de crime, où nous explorons ensemble des affaires réelles qui ont marqué leur époque et leur communauté. Aujourd'hui, je vous invite à vous plonger dans une affaire qui s'est déroulée en 2023 aux abords de la ville de Tacoma, dans l'État de Washington. À première vue, ce quartier résidentiel moderne offrait des rues impeccables, des pelouses parfaitement tondues et un sentiment de sécurité rassurant pour les familles qui venaient tout juste de s'y installer. Pourtant, derrière cette apparence de calme et de convivialité, un drame bouleversant s'est produit, révélant l'existence de tensions insoupçonnées entre deux frères et leur nouvelle voisine. Si mon récit vous captive, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. J'en serai très reconnaissante. Dans cet environnement de maisons récentes et de jardins soigneusement entretenus, vivait la jeune femme qui était arrivée quelques mois auparavant, répondant officiellement au nom d'Alyssa Carter. D'un naturel sociable, toujours souriante, elle avait su séduire les habitants du voisinage par son optimisme et sa politesse. Son passé, en revanche, demeurait assez mystérieux, puisqu'elle ne s'étendait jamais vraiment sur ses origines, ni sur les raisons précises de son déménagement à Tacoma. Ses voisins, les plus proches, Brandon Stevens et Nathan Stevens, l'avaient rapidement remarqué. Brandon, âgé de 27 ans, se distinguait par sa haute stature sportive et sa manière assurée de se présenter à autrui. Avec ses cheveux bruns coupés courts et son style vestimentaire plutôt tape à l'œil, il ne laissait guère passer une occasion d'impressionner les gens autour de lui, que ce soit lors de compétitions sportives locales ou dans les conversations quotidiennes. Son frère cadet, Nathan, plus discret et réservé, se montrait plus fin, avec des cheveux châtains, clairs souvent en bataille, et des lunettes sombres lui donnant un air intellectuel. Passionné de nouvelles technologies et avide de lectures variées, il restait souvent dans l'ombre de son frère, sans nécessairement le lui reprocher. Leur relation fraternelle semblait toutefois entachée d'une forme de rivalité latente, accrue par leur proximité dans le même quartier. Alors qu'Alyssa s'installait peu à peu et décorait son intérieur de façon à refléter sa personnalité lumineuse, les deux frères se mirent à la courtiser chacun à leur manière. Brandon l'invitait à des matchs de basket, ou s'arrangeait pour l'emmener en voiture à des événements sportifs. Nathan, de son côté, tentait de l'impressionner avec des soirées de discussion autour de romans classiques, de sujets d'actualité ou de projets informatiques. Aux yeux du voisinage, cette légère compétition entre eux ne semblait être qu'un jeu un peu puéril. Personne n'aurait pu s'imaginer que cette rivalité, couplée à des secrets bien plus sombres, mènerait à un acte aussi violent qu'une véritable tragédie. La victime, Alyssa, présentait le portrait d'une personne sans histoire, aimable avec tout le monde. Officiellement, elle travaillait dans une agence de marketing locale, où elle coordonnait différents projets destinés à promouvoir les commerces de Tacoma et des environs. Les gens de l'agence la décrivaient comme brillante et efficace, bien qu'ils aient remarqué chez elle un certain zèle à cloisonner ses informations personnelles. Même dans le cadre professionnel, elle évitait soigneusement de mentionner sa famille, son parcours ou tout détail sur son ancienne vie avant son arrivée dans ce nouveau lotissement. Personne ne devinait alors que cette réserve venait d'une nécessité de protection. Car derrière le nom d'Alyssa Carter se dissimulait en réalité l'identité d'Elise Carter, une femme placée sous protection en tant que témoin clé dans une affaire criminelle d'un autre État. Cette histoire, toutefois, n'émergea qu'au terme d'investigations bien plus poussées, lorsque la police découvrit des informations contradictoires dans ses documents. Dans sa vie quotidienne, la victime semblait s'être créé un nouveau cercle de relations. Elle appréciait la compagnie de collègues bienveillants et de quelques habitants du quartier qui, de temps à autre, l'invitaient à prendre un verre ou à un dîner improvisé. Elle s'entendait à merveille avec une voisine dépeinte comme une personne serviable, toujours prête à donner un coup de main. De temps à autre, on la croisait également en train de discuter dans le jardin avec un résident plus âgé, qui aimait entretenir les fleurs et bavarder gentiment.
Tout le monde, ou presque, vantait sa générosité et sa douceur. Au fil du temps, ces échanges avec les frères Stevens prirent néanmoins une tournure ambiguë, suscitant la curiosité de certains témoins. Brandon multipliait les petits gestes pour la faire rire, vantant parfois ses propres qualités ou ses succès sportifs, tandis que Nathan partageait avec elle sa passion pour l'écriture et la programmation. Leur différence de tempérament finissait par souligner une certaine tension, chacun jugeant les avances de l'autre envers Alyssa comme maladroite ou agressive. Pourtant, personne n'imaginait alors que cela dégénérerait. Il fallut attendre une nuit d'automne, tard dans la soirée, pour que la tragédie vienne frapper brutalement ce quartier tranquille. Des cris retentirent depuis la maison d'Alyssa. Certains voisins, allongés dans leur lit, se rappelèrent plus tard avoir sursauté en entendant des éclats de voix. D'autres perçurent un claquement de porte, suivi d'un grand silence. Au petit matin, une personne connue dans le voisinage pour ses promenades matinales fit une découverte macabre en regardant par la fenêtre de la cuisine d'Alyssa, qui donnait sur la rue. Les rideaux étaient entr'ouverts, et on distinguait clairement un corps allongé sur le sol. Aussitôt prévenue, la police locale intervint et constata qu'Alyssa, poignardée au niveau du flanc, avait perdu la vie dans ce qui semblait être un affrontement violent. Des traces de sang éparses menaient jusqu'à la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Et l'on pouvait voir des signes évidents de lutte un peu partout dans la pièce. Un vase renversé, des chaises bousculées et une table à demi déplacée. Sous le choc, la communauté se regroupa prudemment autour du périmètre de sécurité. L'arrivée des enquêteurs, guidés par un officier principal chargé de ce genre de dossier et par une inspectrice réputée pour sa rigueur, imposa une atmosphère angoissante dans le voisinage. On voyait des gens se rassembler sur les trottoirs, échangeant murmures et regards inquiets. La vie si paisible de cette rue cossue se retrouvait brisée par la vue des gyrophares et les bandes jaunes interdisant l'accès à la scène du crime. Les premières analyses laissaient dire et penser que la victime connaissait son agresseur. Il n'y avait aucune effraction aux portes ni aux fenêtres, et l'altercation semblait avoir commencé à l'intérieur. Ceux qui habitaient à proximité évoquèrent une dispute qui aurait débuté plus tôt dans la soirée. On entendait tantôt le timbre plus grave de la voix d'un homme, tantôt celui d'une femme en colère, puis un second homme qui serait arrivé plus tard. Tout cela demeurait flou dans le brouhaha. Les enquêteurs s'employèrent à dresser un portrait exact de la soirée. Pour commencer, ils interrogèrent méthodiquement les témoins éventuels. La personne qui avait découvert le corps, la voisine serviable qui prétendit avoir entendu un éclat de voix, et quelques autres résidents. Ils prirent tard soin d'examiner chaque recoin de la maison d'Alyssa, à la recherche d'indices tangibles. Une équipe spécialisée effectua rapidement des analyses de sang, d'empreintes digitales et de traces ADN. Dans la chambre d'amis, on trouva une veste masculine abandonnée sur une chaise. Sur la table de chevet, le téléphone d'Alyssa, dont l'écran brisé ne laissait plus apparaître grand-chose, attira leur attention. Après un travail minutieux de la police scientifique, on y exhuma néanmoins une série de messages textes particulièrement inquiétants. L'un d'entre eux, rédigé peu de temps avant l'incident, recélait des menaces directes, laissant penser que la victime devait de l'argent à une personne déterminée à la faire chanter. Curieusement, ce message ne provenait pas de Brandon ou de Nathan. Les soupçons s'orientèrent d'abord vers Brandon et Nathan, vu leur proximité avec la victime et la rivalité amoureuse dont parlaient déjà certains habitants. Les enquêteurs convoquèrent d'urgence les deux frères pour les interroger séparément. Brandon, dont l'attitude provocatrice émergea lors de son entretien, affirma qu'il avait passé la soirée à l'extérieur, chez un ami, pour regarder un match diffusé à la télévision. Il certifia avoir quitté cet ami tard dans la nuit et être rentré directement chez lui, sans s'arrêter nulle part. L'inspectrice chevronnée lui demanda s'il avait eu contact avec Alyssa ce soir-là, ce à quoi il répondit qu'il l'avait croisée un peu plus tôt, dans la journée, mais qu'il ne s'était borné pas adresser la parole, simplement salué de loin. Sa façon d'insister sur son alibi souleva quelques doutes,
Ses réponses étaient de précises, trop calibrées, comme s'il les avait préparées à l'avance. De plus, il n'expliqua pas clairement pourquoi certains voisins l'avaient aperçu plus tôt le soir, marchant d'un pas rapide dans la rue menant à la maison d'Alyssa. Nathan, pour sa part, montra une nervosité évidente devant les enquêteurs. Il répétait à plusieurs reprises qu'il ne comprenait pas comment une telle horreur avait pu se produire. Il reconnut avoir visité Alyssa en début de soirée pour lui apporter un livre qu'ils avaient convenu de lire ensemble. Selon lui, elle avait l'air préoccupée, comme si elle venait de recevoir une mauvaise nouvelle. Il ajouta qu'il était reparti quand la conversation avait commencé à devenir tendue, Alyssa ayant fait allusion à un problème urgent qui ne le regardait pas. Or, cette visite tardive faisait de lui l'une des dernières personnes à l'avoir vue vivante. Cela le plaça en bonne position pour être soupçonné, d'autant qu'il n'avait pas d'alibi béton. Il expliqua simplement qu'il était rentré chez lui pour se plonger dans ses travaux sur ordinateur, sans autre témoin pour confirmer son emploi du temps. La police se montra donc particulièrement prudente, se disant qu'il pouvait avoir dissimulé la véritable raison de sa visite chez Alyssa. L'affaire prit un nouveau tournant quand la police scientifique, ayant fouillé la maison de la victime plus en profondeur, découvrit un petit coffret dissimulé dans un faux fond du placard. Il contenait des documents officiels portant le nom d'Elise Carter, ainsi que des lettres et des extraits de coupures de presse évoquant une affaire criminelle jugée dans un autre État. Selon ces documents, la victime avait été témoin clé dans une affaire grave et elle avait obtenu une nouvelle identité dans le cadre d'un programme de protection. Cette découverte expliquait pourquoi elle se montrait si secrète quant à ses antécédents. Son dossier mentionnait qu'elle avait reçu un certain dédommagement financier pour compenser les risques encourus, en témoignant, somme qui pouvait motiver d'éventuels chantages et représailles. Du même coup, la piste initiale d'un crime simplement passionnel s'élargissait à l'éventualité d'une vengeance ou d'une extorsion liée à son passé. Toutefois, alors que la police locale poursuivait ses investigations, le procureur chargé d'instruire le dossier souligna l'importance de ne pas écarter trop vite Brandon et Nathan, car les indices montraient clairement qu'ils avaient pu se trouver sur la scène du crime, ou du moins à proximité, au moment de l'homicide. Les enquêteurs interrogèrent donc plus en détail le cercle de relations d'Alyssa. Certains collègues mentionnèrent une période récente où elle paraissait terrifiée, jetant régulièrement des coups d'œil par-dessus son épaule. Ils remarquèrent aussi qu'elle consultait souvent son téléphone, comme si elle redoutait un message ou un appel menaçant. D'autres témoins firent état d'une dispute qu'ils avaient perçue un soir dans le jardin, Alyssa semblant repousser les avances d'un homme. Sans pouvoir préciser son identité, ils évoquaient une silhouette athlétique, ce qui semblait correspondre à Brandon. Cela incite la police à approfondir ses recherches sur les communications entre Brandon et la victime. Dans l'intervalle, les enquêteurs parvinrent à analyser plus précisément l'historique d'appels et de messages du téléphone d'Alyssa. Il se révéla que, quelques jours avant sa mort, elle avait émis un appel alarmant à un service d'assistance juridique, comme si elle voulait demander conseil pour se protéger d'une menace imminente. Les investigations poussèrent les autorités à croire qu'elle était effectivement harcelée pour de l'argent, possiblement en lien avec la somme qu'on lui avait remise lorsqu'elle avait coopéré avec la justice dans son ancienne affaire. Les menaces se faisaient de plus en plus explicites, et il était fort possible qu'une personne au courant de ses ressources ait essayé de l'intimider. La situation se complexifia encore lorsque des objets personnels d'Alyssa furent retrouvés chez Nathan au cours d'une perquisition surprise. Les enquêteurs y mirent la main sur un livre qu'ils prétendaient simplement lui avoir emprunté, mais aussi sur un précieux bracelet que, selon ses proches, la victime portait souvent. Pourquoi donc se trouvait-il chez Nathan? Il dut admettre qu'il l'avait récupéré en secret sans le rendre, mais ne put fournir d'explication convaincante à ce sujet. Ces découvertes, couplées à son absence d'alibi pour la nuit du meurtre, poussèrent McCraw la police à l'arrêter provisoirement.
La communauté locale se laissa aisément convaincre de sa culpabilité, compte tenu de sa réputation d'individu silencieux et parfois étrange. Tandis que Nathan croupissait en garde à vue, Brandon, plus sûr de lui, évitait la polémique en réitérant avoir été totalement étranger à toute dispute ce soir-là. Pourtant, au fil des jours, de nouveaux témoignages émergèrent, contredisant la version de Brandon. Un résident expliqua l'avoir vu sortir précipitamment de sa propre maison en fin de soirée. Une autre personne, qui rentrait en voiture, remarqua Brandon non loin de l'allée menant chez Alyssa, son visage marqué par la colère. Les enquêteurs recoupèrent ces éléments et mirent en doute l'authenticité de l'alibi de Brandon. Parallèlement, le service de médecine légale découvrit dans la chambre d'Alyssa une empreinte de chaussure correspondant à la pointure de Brandon, signalant qu'il avait très vraisemblablement été sur les lieux avant la mort de la victime. Acculé par ces multiples révélations, il dut reconnaître qu'il s'était effectivement rendu chez elle, mais prétendit être parti avant que les choses ne dégénèrent. La révélation la plus stupéfiante survint lorsqu'on comprit que Brandon avait fouillé dans les affaires personnelles d'Alyssa quelques jours avant le crime, découvrant ainsi par hasard sa double identité. Il aurait alors compris qu'elle disposait peut-être d'une importante somme d'argent liée à sa participation en tant que témoin protégé. Selon certaines versions, Brandon, animé par sa fierté blessée et une avidité soudaine, aurait cru y voir une opportunité de forcer Alyssa à lui remettre cet argent. Le soir tragique, une dispute éclata lorsqu'il la menaça de tout dévoiler à son entourage professionnel et à Nathan, qui ignorait encore la véritable histoire d'Alyssa. Dans un accès de panique, elle aurait tenté de s'enfuir ou de se défendre, et c'est dans cette lutte qu'elle fut poignardée à mort. Nathan, alerté par la dispute, serait arrivé en catastrophe, mais trop tard pour empêcher le geste fatal. Il aurait, dans la confusion, ramassé ou déplacé certains objets d'Alyssa, ce qui expliquait la présence de ses effets chez lui, et aurait paniqué, se sentant impuissant et coupable de n'avoir pas protégé celle qu'il appréciait sincèrement. Face à ces éléments, la situation s'inversa totalement. Nathan fut libéré sous caution, tandis que Brandon fut inculpé pour homicide. Les enquêteurs, soucieux d'établir un dossier solide, se penchèrent sur toutes les preuves médico-légales prouvant l'implication de Brandon. Ils sollicitèrent aussi le témoignage de Nathan, qui détailla les menaces déjà proférées par son frère à l'égard d'Alyssa. Il expliqua qu'il avait toujours admiré la fraîcheur et la gentillesse de la jeune femme, sans pour autant partager l'assurance un peu agressive dont Brandon pouvait faire preuve. Selon lui, Brandon vivait assez mal le fait que la victime n'ait pas clairement choisi de relation avec lui, et l'idée qu'elle puisse avoir des ressources financières considérables le rendait d'autant plus envieux. Nathan décrivit avec émotion la scène, disant avoir vu Alyssa étendue, grièvement blessée, tandis que Brandon, sous le choc, se justifiait en répétant qu'il ne voulait pas en arriver là. Le procès, qui s'ouvrit quelques mois après l'arrestation de Brandon, attira l'attention des médias locaux et de nombreux habitants de Tacoma. Dans la salle d'audience, on remarquait une procureure implacable, déterminée à démontrer la préméditation du geste de Brandon. Elle argua que les menaces répétées, la connaissance de la véritable identité d'Alyssa et l'intention de la faire chanter prouvaient un plan dangereux et réfléchi. L'avocat de la défense, quant à lui, s'efforça de dépeindre Brandon comme un homme colérique mais incapable d'un acte aussi calculé, suggérant qu'il s'était défendu face à une prétendue attaque d'Alyssa. L'argument ne convainquit guère. La reconstitution présentée par l'accusation, basée sur l'analyse médico-légale, sur les projections de sang et sur la position du corps, témoignait d'une altercation initiée par Brandon, que la victime avait tenté de fuir. On montra aussi que la blessure fatale se situait précisément là où il avait tenté de la retenir de force. Les débats furent intenses. Plusieurs témoins appelés à la barre confirmèrent que Brandon nourrissait depuis longtemps une jalousie envers Nathan et cherchait constamment à se mettre en avant. On découvrit également quelques messages menaçants dans le téléphone de Brandon,
non adressés directement à Alyssa, mais renfermant des sous-entendus sur la seule manière de régler cette histoire. Nathan, de son côté, fut rappelé comme témoin. Ses larmes contenues et ses déclarations sincères émurent une partie de l'assistance. Il raconta comment il avait tenté d'empêcher la confrontation lorsqu'il comprit que Brandon se dirigeait vers la maison d'Alyssa. Hélas, sa réaction était trop tardive. Le juge écouta attentivement tous ces témoignages, tandis que la procureure insista sur le caractère irrévocable de l'acte et sur la souffrance endurée par la victime. Les jurés semblèrent réceptifs à cette version, soutenue par l'accumulation de preuves. Finalement, le verdict tomba. Brandon fut reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le juge lui imposa une longue peine de prison, jugeant que ses actes et ses motivations montraient une volonté délibérée de nuire, couplée à une froide détermination lorsqu'il comprit qu'Alyssa ne lui céderait pas. Nathan, lavé de tout soupçon, vit sa réputation néanmoins entachée par la méfiance que certains continuaient de nourrir à son égard, son rôle exact n'ayant été clarifié que tardivement. Il lui fallut un certain temps pour se reconstruire et faire face aux regards, y compris ceux de proches persuadés que toute cette rivalité fraternelle aurait pu être évitée s'il avait pris plus tôt ses distances. Quoi qu'il en soit, la conclusion judiciaire de cette affaire offrit un soulagement partiel à la communauté, même si la perte d'Alyssa, jeune femme appréciée de tous, demeurait insupportable. À long terme, la tragédie laissa des séquelles profondes dans le quartier. Nombre d'habitants, auparavant confiants dans la sécurité de leur petite bulle résidentielle, en vinrent à adopter davantage de mesures de protection, fermant les portes à double tour et installant des caméras de surveillance. D'autres ressentirent une grande tristesse en passant devant la maison vide d'Alyssa, vendue peu après le verdict. Certains se prirent à se poser des questions sur les histoires cachées que pouvait dissimuler n'importe quel nouveau voisin. Plusieurs résidents organisèrent des réunions de sensibilisation, invitant un représentant d'une association d'aide aux victimes. On y échangeait sur la manière de détecter des signaux d'alerte dans son entourage et sur la façon de réagir si l'on se sentait en danger. Cela permit de créer un espace de parole pour les familles qui traversaient des difficultés ou des conflits. Il se dit même qu'une personne habitant non loin du lieu du crime, qui était jusque-là peu impliquée dans la vie collective, décida de participer activement à des programmes de médiation de quartier. Pour elle, l'idée de voir une situation se détériorer au point de causer un drame aussi dévastateur témoignait du besoin urgent de mieux communiquer, de briser la glace, de saisir les comportements malsains avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Le temps passa, et bien que les mois suivants aient permis au calme de revenir en apparence, les discussions alimentées par cette histoire de rivalité fraternelle et de secrets impensables ne cessèrent pas totalement. On narrait l'affaire aux nouveaux arrivants pour les prévenir qu'ici, même derrière un porche coquet, pouvait se tapir un enchevêtrement de ressentiments et de non-dits. En fin de compte, plus encore que la découverte de l'identité protégée d'Alyssa, c'est la soif de reconnaissance et la jalousie mal gérée de Brandon qui furent pointés du doigt comme le vrai moteur de cette tragédie. Sa condamnation mit en lumière la gravité des actes commis et l'étendue des dégâts causés à la fois à la victime et à ceux qui l'entouraient. Nathan, durablement marqué, chercha à retrouver un équilibre, se concentrant sur sa passion pour la lecture et l'informatique, tentant peut-être d'oublier la scène traumatique dont il avait été témoin. Lorsqu'on lui demandait de témoigner à propos de son frère, il ne pouvait s'empêcher de culpabiliser, se demandant s'il aurait pu désamorcer les tensions plus tôt. Malgré les efforts d'un groupe de soutien, le remords s'avéra un fardeau persistant. Quant aux multiples mystères entourant Alyssa, certains furent révélés au grand jour dans le cadre de l'enquête, tandis que d'autres demeurèrent enfouis dans les recoins du passé qu'elle avait voulu fuir. Les personnes chargées de la protéger à l'origine regrettèrent de ne pas avoir devancé les menaces qui pesaient à nouveau sur elle. Mais l'éloigner davantage
eût sans doute signifié l'arracher une fois de plus à un semblant de vie normale qu'elle avait tant cherché à reconstruire. Malheureusement, c'est au moment où elle s'accordait un peu de tranquillité qu'elle rencontra cette rivalité meurtrière. Pour ma part, je ressens toujours un frisson lorsque je songe à cette histoire. Elle me rappelle à quel point des désirs, apparemment banals comme l'orgueil ou la jalousie, peuvent se transformer en armes redoutables quand ils se heurtent à des secrets inavoués. Je garde foi dans la justice, qui a su démêler cette affaire et punir le vrai coupable. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce récit vous a captivé et qu'il vous a aussi donné matière à réfléchir sur la fragilité des relations humaines. Je vous invite à poursuivre sur la chaîne et à visionner d'autres récits tout aussi étonnants. J'en ai encore plusieurs sous le coude et je serai ravie de partager avec vous de nouvelles enquêtes passionnantes. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.